Entrepôt d'alimentation. Méran ouvert à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre balado S'informer pour mieux performer, présenté par le magazine détaillant alimentaire. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des marques privées, donc la puissance de ces marques et leur impact dans l'innovation. Pour discuter de ce sujet, j'ai avec moi autour de la table Stéphane Lacasse, donc directeur des affaires publiques et gouvernementales à l'Association des détaillants alimentaires, donc l'ADA, et Sylvie Cloutier, qui est PDG du CETAC, le Conseil de transformation alimentaire du Québec. Bonjour Stéphane et bonjour Sylvie, bienvenue. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Sylvie. Alors on va commencer sur ce gros sujet des marques privées avec une première question que je vais adresser à Sylvie. Du côté des fournisseurs, comment est-ce que ces marques privées sont-elles perçues ? En fait, les marques privées sont une opportunité en or pour plusieurs petits transformateurs qui, grâce aux marques privées, vont prendre beaucoup d'expansion. L'enjeu est toujours qu'une marque privée peut disparaître d'une tablette aussi rapidement qu'elle arrive. Évidemment, si l'entreprise n'a pas développé sa propre marque, sa marque nationale, l'entreprise est toujours évidemment à risque. Donc, la marque privée est très appréciée à partir du moment où l'entreprise a aussi sa marque à lui ou à elle et qui lui permet évidemment de survivre si jamais la marque privée devait disparaître. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des cas, une marque privée ne va pas évidemment annoncer qui est le fabricant. Ni où est situé le fabricant. Alors, c'est toujours un enjeu. Par exemple, je ne sais pas moi, Loblaw a une tourtière du Lac-Saint-Jean qui est fabriquée par la ferme XYZ, bien, on ne le verra pas sur l'emballage. Et si Loblaw décide que, pour toutes sortes de raisons, il y a un meilleur fournisseur ailleurs, bien, il va tout simplement prendre sa recette puis aller ailleurs, ce qui fait que le fabricant d'origine va se retrouver du jour au lendemain sans commande. Alors, autant que c'est une opportunité en or qui leur permette de se développer, autant que c'est aussi un produit qui les met un peu plus à risque. Sylvie a tout à fait raison. Il y a des enjeux parce que les marques privées ne sont pas préparées par les détaillants. C'est préparé pour Metro, pour Sobeys, pour Provigo, pour Loblaw. Donc, c'est pas Loblaw qui a une usine de fabrication de chips. C'est un fabricant qui fournit le produit et pour la marque privée du grand détaillant. Mais je vous dirais qu'en tant que détaillant alimentaire, oui, il y a une demande pour ça. Il y a une demande pour ça de la part des consommateurs. Mais il ne faut pas non plus basculer, je pense, comme on le voit en Angleterre, entre autres, où que près de 80% des produits sont de marque privée. Il y a un certain danger à ça. Oui, il y a un besoin. Je comprends qu'il y a un besoin des consommateurs. Il y a un besoin qui est recherché, des fois, pour une question de coût. Par contre, là, en tant que détaillant, je vous dirais que les marques fortes, les marques nationales sont encore très, très bien recherchées par les consommateurs. Je prends l'allée des chips, là, mais oui, il y a des marques privées, mais il y a encore, les gens achètent encore des Doritos, des Miss Vickies, achètent encore des Krispy Kernels dans les arachides. Donc, les marques fortes au Québec sont encore présentes, puis on a besoin des deux. On a besoin autant pour répondre à un certain besoin des consommateurs, des marques privées. En termes de détaillants et d'opérateurs de magasins, il faut offrir l'ensemble des produits. Puis, comme on a parlé dans le balado précédent, l'importance de l'achat local, l'importance aussi d'encourager nos produits québécois. Donc, c'est quand on sait que, je prends Krispy Kernel, parce que je pense qu'ils sont membres chez Sylvie, ils sont producteurs aussi à Montréal. Donc, c'est quelque chose que des fois, on ne pense pas que c'est fait au Québec. Tu sais, à la base, là, les consommateurs, mais il y a plein de beaux produits. Tu sais, on parle des jus la sonde aussi. Donc, il y a plusieurs endroits que les Québécois recherchent le produit phare. Puis, ça, pour un détaillant alimentaire, c'est important de répondre aux besoins du consommateur. La marque privée, on parle, je pense, à peu près de 23% là, en magasin, mais je voudrais comme détaillant, pour se démarquer encore une fois de la généralité, d'avoir des produits locaux, des produits québécois, c'est important. Puis, mais il faut les deux. Je pense que dans un commerce, il faut les deux pour répondre aux besoins des consommateurs.
Mais je vous dirais que, puis, je suis content d'entendre Sylvie dire que c'est pas l'Obla qui fait ses propres produits. Des fois, il y a la pensée magique. Les gens pensent que Metro va faire ses produits résistibles. Non, non, il y a des gens en arrière de ça qui les fabriquent. C'est pas nous, comme détaillants, qui fabriquons ces produits-là. Et alors, ces différentes marques privées, quel risque ça peut poser pour les PME, par exemple? Pour une petite entreprise québécoise qui, du jour au lendemain, signe une entente avec un grand détaillant et commence à fabriquer un produit X au nom du fabricant, c'est que dans quelques années, si le fabricant, pour toutes sortes de raisons, décide qu'il ne veut plus de ce produit-là ou décide de le faire ailleurs, pour question de coût ou autre, bien évidemment, l'entreprise se retrouve un peu le nez à l'eau, puisque ils n'ont pas nécessairement fait de lien avec leur marque nationale. Alors, j'ai vu des entreprises dans les dernières années qui, évidemment, se sont retrouvées en fait, on leur a coupé un contrat important de fabrication d'un produit de marque privée et ils ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés à remonter la pente. Oui, puis c'est pour ça que dans le balado personnel, on parlait de code de bonne pratique. Ben, c'est quand tu as une bonne relation entre le fournisseur et le détaillant, ben, ça peut permettre on parlait de prévisibilité. Si par exemple, on veut peut-être réduire tel produit de marque privée, ben peut-être de faire une déclinaison. Moi aussi, j'ai vu des choses là, dans certains endroits où que le grand détaillant décide de tirer la plug sur le produit, puis malheureusement, le fournisseur avait pas prévu. Souvent, ben, qu'est-ce que les gens ils font? Ils vont faire une ligne à part. Moi, j'ai vu un fournisseur de la région de Québec faire une ligne à part dans ses opérations pour une marque privée. On n'a pas touché à sa marque nationale. Ça fait en sorte que ben, si cette ligne de production-là est arrêtée pour une décision d'affaires d'une grande chaîne américaine, mais pour pas la nommer, mais qui décide, mais au moins le fournisseur, lui, le producteur n'aura pas joué sur ses opérations, donc aura vraiment calibré ses machines. Donc, ça fait en sorte, mais c'est un risque. C'est pour ça qu'il faut avoir des marques nationales fortes. Il faut que les consommateurs soient au rendez-vous. Mais je pense que ça fait une belle relation. Puis le code permet aussi cette discussion-là de réfléchir à comment on peut justement jouer sur ces deux fronts-là. En fait, à moins d'être un énorme producteur de choses très précises, puis je vais parler par exemple de légumes surgelés, il n'y a pas 50 entreprises ici qui font des légumes surgelés. Alors évidemment, si tu es une entreprise qui est très forte, tu as ta marque à toi, mais en même temps, tu es à peu près exclusif dans ce que tu fais, bien évidemment, tu es moins à risque qu'une petite entreprise qui est dans des produits plus de commodité, qui fait quelque chose qui est plus facilement accessible ailleurs pour le grand détaillant. À ce moment-là, ben, tu es beaucoup plus à risque que la grande entreprise qui est presque exclusive dans son champ ou dans son secteur d'activité. Oui, donc il y a quand même des risques pour les fournisseurs et en même temps, il y a aussi des avantages parfois, notamment pour les fournisseurs émergents. En quoi les marques privées peuvent les aider à les propulser finalement? Ben, en fait, justement, quelqu'un qui arrive avec un produit qui se démarque et qui intéresse un grand détaillant distributeur, c'est plus facile. En fait, ça va permettre aux petits fabricants du jour au lendemain de pouvoir prendre beaucoup d'expansion avec le produit, mais sous la marque du grand détaillant. Encore une fois, c'est fantastique pour le fournisseur, tant et aussi longtemps que le contrat est en place puis qu'il continue à fabriquer pour le grand détaillant. Si du jour au lendemain, encore une fois, on décide que le produit n'est plus sur les tablettes ou qu'on le fait faire ailleurs, bien à ce moment-là, ça peut être un grand coup pour l'entreprise. Alors, c'est toujours une opportunité incroyable, mais en même temps, c'est un risque. C'est pour ça, comme Sylvie le dit, de travailler beaucoup sur, si tu es un nouveau fournisseur émergent, oui, tu peux passer par les marques privées, mais d'avoir sa propre signature, je pense que c'est intéressant. Puis surtout, on ne se le cachera pas, un nouveau fournisseur qui veut rentrer au détail alimentaire, il y a des règles de base à suivre. Premièrement, la qualité du produit, il faut que ce soit bon.
Non, mais faut se le dire. Même au niveau de l'emballage aussi, au niveau de se démarquer, au niveau du packaging, excusez mon anglicisme, mais au niveau du format, comment on présente le produit, tu sais, je pense souvent à Gogo Quinoa, qui est une super belle compagnie québécoise et qui a des emballages super attirants, super innovateurs, donc dans le visuel, même dans l'éco-conception, puis d'être proche, puis d'être sur le terrain. Je pense que c'est important pour un fournisseur d'aller voir les détaillants, de faire connaître le produit, de pas juste envoyer une liste, un catalogue, et en disant ben, voici mes produits, puis commander dans le catalogue. Je pense qu'il faut, surtout lorsqu'on veut se démarquer, je comprends que la pandémie a créé peut-être certains enjeux au niveau des déplacements, mais si vous voulez être sur des tablettes, vous allez voir les détaillants, puis comme on parlait dans le balado précédent de lien direct, ben, de faire découvrir ce produit-là. Donc, la marque privée peut peut-être au début te familiariser avec tout le détail alimentaire, comment ça fonctionne, puis d'avoir un fournisseur, puis de travailler, puis d'être capable de produire des aliments, mais la transition doit être faite parce que ça va te garantir une signature. Puis je pense qu'en alimentation, la signature puis le visuel de ça, ben, ça va te à long terme, ça va te garantir peut-être un accès plus facile. Puis souvent, ben, de s'assurer aussi d'être présent un peu partout, je vous dirais. Je sais que je ne me ferai peut-être pas d'amis aujourd'hui en disant ça, mais les ententes d'exclusivité, c'est dangereux. À long terme, c'est dangereux. On n'en parle pas, mais c'est un peu par-ci, mais de signer des ententes d'exclusivité, il faut être prudent avec ça. Je pense qu'à long terme, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le secteur alimentaire, de toujours se garder une porte à différents acheteurs, pas un acheteur unique. Puis on le voit autant au Québec qu'ailleurs avec d'autres entreprises américaines, mais l'exclusivité peut être dangereux. Peut être intéressant au début, mais peut être dangereux. On l'a vu pour certaines entreprises, c'était difficile après. Et on parle justement d'emballage, de qualité du produit, etc. Dans quelle mesure est-ce que les marques privées peuvent justement pousser l'innovation dans les produits? Euh, En fait, dans les produits de marque privée, il y en a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les Me Too, les moi aussi, donc des catégories de produits, plus de commodité. Puis je vais prendre par exemple la conserve de petits pois verts. Bien évidemment, il y a, pour moi, c'est un produit, on va l'appeler un Me Too. Qui, sous les marques privées, va avoir un prix peut-être un peu plus bas que les marques nationales, mais qui est un produit qui est similaire à ce qui existe sur les tablettes. De l'autre côté, il y a des innovations. Et évidemment, les grands détaillants distributeurs ont leurs marques plus chic, plus exclusives, où on retrouve des produits plus innovants. Et avec le temps, il y a plusieurs entreprises qui ont pu lancer leurs innovations à travers les marques privées. Je vais parler de Loblaw il y a plusieurs années avec sa fameuse dinde qui était prête à manger déjà sans eau et sans complications pour Noël et qui avait l'air d'une vraie dinde. Mais c'est une entreprise de la région, un fermier de la région qui est arrivé avec un produit comme celui-là. Et ça lui a permis de lancer sur le marché quelque chose de totalement nouveau, innovant, exclusif, et éventuellement faire autre chose de sa propre marque, de son côté. Mais c'est le genre d'innovation ou c'est le genre de produit qui permettent à une petite entreprise de se démarquer et tout de suite d'acquérir une part de marché importante. Stéphane, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose au niveau de l'innovation des produits? Ben, non, parce que je pense que Sylvie connaît beaucoup plus le secteur que moi. Nous, comme je vous dis, on passe soit par les centrales d'achat ou encore qu'on passe directement par certains fournisseurs, mais les marques privées sont vraiment gérées en tant que détaillant alimentaire sur le terrain, en tant qu'opérateur, c'est vraiment plus nos bannières, ceux qui ont une bannière, ou encore ceux qui sont purement indépendants, qui travaillent des fournisseurs qui sont un peu différents. Tu sais, je pense à Supermarché PA, je pense à Pasquier, qui ont des ententes aussi avec leurs fournisseurs. Puis même Pasquier, je vous dirais, développe ses propres marques, sa propre signature. Il y a deux magasins, là, un à Delson et un à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc même les indépendants là, qui ne sont pas associés à leur bannière font leur propre marque, font leur propre signature. Donc, et ça devient intéressant. Puis même je dirais même à l'intérieur, c'est pas les marques privées, mais à l'intérieur des magasins, on voit même certains magasins amener leur propre signature. Convio à Québec fait des produits. Donc, même les détaillants eux-mêmes essaient
d'amener une couleur à leur magasin qui, c'est un IGA, mais qui est signé Convivio, donc qui a même créé son propre fromage, qui a participé au concours l'année passée, avec un fournisseur, donc, qui s'appelle le Lorette, à Québec, qui est fait par une fromagerie dans la région de Québec, donc c'est vraiment c'est niché, mais c'est fait à Québec pour un détaillant alimentaire. Donc, ça fait en sorte qu'ils essaient eux aussi de se distinguer. C'est pas une marque privée, mais c'est en même temps c'est une marque qui est propre à leur propre magasin. Donc, on voit de plus en plus ça pour un peu de faire une distinction entre justement le détaillant qui veut être innovant et celui qui va choisir que 98% de ses produits viennent de sa centrale d'achat. Il ne se démarquera pas. Puis ça, dans notre secteur, si tu ne te démarques pas, tu deviens comme l'autre, puis ton client peut se promener. Tandis que si tu te réussis à te démarquer, soit en travaillant avec des fournisseurs locaux, soit en créant ta propre signature, ça fait en sorte que ton client a un petit sentiment d'appartenance, puis tu crées une récurrence, puis c'est bon pour les affaires. Nous, finalement, c'est vraiment la distinction qu'on retient, hein, aussi bien c'est l'occasion de se distinguer et l'importance de se distinguer au niveau des marques privées et pour les détaillants alimentaires aussi, donc, finalement. Merci pour ces réponses très intéressantes sur ce sujet. On a fait donc le tour de cette question au niveau des marques privées. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Marie. Et puis je vous invite, chers auditeurs, à écouter notre dernier épisode de ce balado, dans lequel on va parler d'approvisionnement et de sécurité alimentaire. Donc n'hésitez pas à aller écouter la suite. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Sylvie et à bientôt.